heureux de vous retrouver en cette journée pour notre émission hebdomadaire. Cette émission qui est consacrée, je vous le rappelle, aux entrepreneurs. Ils viennent nous parler de leurs activités, ils viennent également pour nous prodiguer de sages conseils, nous dire comment est-ce qu'ils ont pu se lancer véritablement dans leur projet. Et c'est donc le cadre de l'émission Les Entrepreneurs de la semaine qui les reçoit ici tous les mercredis. Invité de ce numéro de l'entrepreneur de la semaine, elle se nomme Lo Mariam, à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre présence dans nos murs, la radio de la coopération Europe-Afrique Radio. Avec vous, on parlera donc de votre activité, on parlera de votre entreprise, on parlera de vos futurs projets, Miss Lo Mariam. Mais si vous deviez vous présenter à nos auditeurs, que diriez-vous? Alors, déjà, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mariam, comme tu as dit. Alors, je suis créatrice de mode depuis 2015, octobre 2015. J'ai créé donc mon auto-entreprise. Je suis donc une styliste indépendante. Et donc, ma spécialité, on va dire, l'identité de ma marque, c'est vraiment d'utiliser les textiles et autres matières de couture qu'on peut trouver sur le continent africain. Plus spécialement. Outfit by Lo, super. Donc le nom de votre marque qui vous représente aujourd'hui. Alors, vous avez parlé un tant soit peu de vous, de votre personnage, de la marque que vous avez créée. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre entreprise. Mais parlez-nous un peu de votre cursus. Comment est-ce qu'on arrive? Quel parcours scolaire vous avez pu avoir pour pouvoir mener à bien ce projet dans lequel vous êtes aujourd'hui? Eh bien, alors du coup, j'ai fait donc des études d'art. Donc, j'ai commencé au lycée. D'accord. Donc, je suis allée dans un lycée à l'ESSAD, donc c'est un lycée à Roubaix. Professionnel? Non, c'est un lycée. Bon, c'était un bac STI, donc je pense qu'à l'époque c'était sciences techniques de l'industrie. Et donc, dans ce lycée, on apprend tout ce qui est art appliqué. Donc, en fait, les arts appliqués, c'est tout ce qui est art qui peut être utilisé dans l'industrie. Donc, par exemple, la communication, les arts donc, de la mode, l'architecture, ou le design, par exemple, design d'objets, ce genre de choses. Et donc j'ai fait ces études-là. Après, je suis allée en Belgique, à Saint-Luc, à Tournai. D'accord. Et là, donc, j'ai suivi un cursus de styliste, enfin, voilà, des études de Alors, à la base, vous partez et donc, dans le domaine de l'art et vous vous retrouvez ensuite dans le stylisme et le modélisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais entre-temps, en fait, je savais qu'au fond de moi, que je voulais faire de la mode. Sûr. D'accord. Ça, c'était... bon, on m'avait conseillé quand même de passer par ce bac art appliqué pour pouvoir après faire un BTS ou des études dans la mode. Parce que ça nous apprend vraiment tous les métiers du design et c'est ça qui est important. C'était un tronc commun assez large. Voilà. Puis on ne sait jamais si je voulais changer d'avis. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir votre spécialité. Exactement. Voilà, c'est ce que vous avez donc pu faire. Alors, on rappelle que votre marque est créée depuis 6 années déjà. Depuis 2015, vous avez lancé ce projet de création d'entreprise. Mais à quel moment véritablement la décision a été prise de vous lancer, de franchir le cap? Alors, juste après mes études, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal avec une de mes amies justement qui est costumière, enfin qui voulait être costumière. Et on a pu faire un stage chez Oumoussi, donc une grande styliste de renommée internationale, qui n'est plus à présenter également. C'est ça. Et là, vraiment, bon, du coup, c'était 10 jours en immersion dans son entreprise où on a pu participer à un défilé, un shooting photo, voilà, même... on a fait le jubilé d'un lutteur qui partait à la retraite là, dans le stade de Dakar, donc c'était vraiment des gros événements. Et, là, le déclic s'est produit. Là, vous avez dit, c'est ce que je veux faire. Oui, tout à fait. Là, oui, je me suis dit, mais c'est vraiment super. Parce que bon, certes, il y a la création, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Les événements, c'est... Qu'est-ce que vous a marqué véritablement pendant le séjour en terre sénégalaise? Bon, déjà, c'est les échanges. Bon, c'est vrai que le Sénégal... c'est le pays de la teranga, donc de l'accueil, etc. Et on peut se faire des contacts très facilement. Moi, j'ai découvert des matières que je ne connaissais pas. Bon, certes, on connaît tous le wax. Oui, tout à fait. Après, Oumoussi, elle travaille aussi beaucoup avec, par exemple, le pagne tissé, elle travaille le raffia, elle travaille le batik. Donc, elle veut vraiment mettre en avant les matières artisanales sénégalaises. Et c'est ça qui m'a plu. Parce que, voilà, c'est des matières que, oui, j'avais déjà vu vite fait, mais là, j'ai pu voir vraiment le travail
en direct et pouvoir toucher les matières et voir qu'on pouvait faire des super choses avec. Retour en France avec plein d'idées dans la tête, ouais, et ça bouillonne, ça boue. Qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben là, j'avais juste terminé le lycée, j'avais juste eu mon bac. D'accord. Donc, je m'étais dit, bon, il va falloir que j'assume vraiment le côté créatif et apprendre à devenir styliste, tout simplement. Donc, c'est à ce moment-là que je suis partie en Belgique et que j'ai commencé la formation. La formation, ouais. D'accord. Et cette formation, elle vous a apporté énormément? Oui, alors, ouais, la formation design de mode, c'était vraiment... compliqué, facile? C'était... Ouais, un peu des deux, quoi. Enfin, je m'attendais pas à de tels exercices. Parce que là-bas, d'abord, par exemple, on nous apprend à travailler le volume. D'accord. Et comme, bon, il y a aussi des personnes qui venaient pas du tout d'études d'art, on a travaillé, le tout premier exercice, c'était de travailler avec des Barbies. Wow. Et de la pâte à modeler. Donc ça a l'air un peu... enfantin. C'était des mannequins, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Et donc, il fallait créer un volume autour de la Barbie en pâte à modeler, puis après, le retranscrire dans du textile. Et là, c'est là qu'on a commencé vraiment à toucher vraiment... du doigt le métier en tant que tel. Ouais, c'est ça. Alors, la formation, elle a duré combien de temps exactement? Bon, c'est une formation de 3 ans. D'accord. Après, moi, faut que il fallait faire la navette entre la France à chaque fois et la Belgique. C'est pas très loin de Lille. Il y a 20 minutes de gare à gare, quoi. Ouais. Donc, après, j'ai fait aussi une année en immersion, quelque part? Ouais, j'étais sur la ville, justement, à Tournai. D'accord. J'étais à Tournai, j'étais dans un COT. Un COT, c'est une colocation là-bas. On était plusieurs étudiants. Donc voilà, j'avais moins de chemin à faire et c'était très bien. C'était des très bonnes années, quoi. Après la formation, est-ce qu'on fait, comme je le disais à l'instant, une immersion dans une entreprise plus cotée, plus reconnue, dans le cadre de la mode, du stylisme? Ouais, à cette période, j'ai fait un stage chez un créateur à Lille, à Maison des Modes. D'accord. C'est à Roubaix, c'est ça? Ouais, Maison des Modes, à l'époque, ils étaient aussi sur l'île. D'accord. Ils sont juste à Roubaix, mais à l'époque, ils étaient encore sur l'île. Du coup, c'était un petit stage, ça n'a pas duré énormément de temps, il me semble que c'était 10-15 jours, quoi. Mais c'était aussi très intéressant parce que c'est un autre univers. Là, j'ai pu aller sur des salons professionnels à Paris. Et j'ai vu vraiment le business, là c'était vraiment le côté business de la mode, de l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait énormément... Il y a la passion, mais il y a le côté aussi business, rentabilité de l'activité. Et il y a énormément de travail. Donc un salon, ça se passe comment? En fait, on a un stand. Là, c'était un stand qui faisait à peu près 9 mètres carrés, où on a juste les prototypes de la collection. Et les acheteurs viennent. Donc là, c'est un salon international, donc c'était vraiment des acheteurs de partout. Ils viennent et on présente la collection, donc la plupart du temps en anglais, puisque c'est des acheteurs étrangers. D'accord. Et les acheteurs nous commandent, par exemple, un pull avec autant d'exemplaires, avec autant de tailles, etc., etc. Et donc après ça, en rentrant, donc les devis sont signés et à ce moment-là, on lance la production de ces produits pour pouvoir les vendre et les livrer directement chez l'acheteur. En tout cas, très bel exemple donc, de succès, en tout cas on peut le dire aujourd'hui. Chers auditeurs, auditrices de Europe Afrique Radio, je vous rappelle, nous sommes en compagnie donc, de Miss Lo Mariam, qui est donc chef d'entreprise, qui a créé sa propre marque depuis déjà 6 années. Elle est à la tête donc d'une entreprise qui marche très bien en tout cas, qui avance et qui est un exemple, je le disais tantôt, de réussite. Vous êtes à l'émission L'Entrepreneur de la semaine. Vous le savez, tous les mercredis, nous recevons donc un entrepreneur qui vient nous partager sa passion, qui vient nous parler également de son envie de création d'entreprise, comment est-ce qu'il s'y est pris et comment est-ce qu'aujourd'hui il vit au quotidien donc ce volet entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous recevons Miss Mariam Lo. En tout cas, très intéressant cet entretien, Miss Mariam Lo. Je voudrais insister sur un fait, quand on sait que l'argent est le nerf du combat, vous, au moment de vous lancer, est-ce que vous aviez les moyens de votre politique? Mais non, forcément, au début, quand j'ai commencé, bon, j'étais jeune, j'avais seulement 23 ans, je sortais des études. Après, alors, on a de la chance quand on crée une entreprise, quand on est jeune, aussi moins de 30 ans, d'avoir des aides financières de la région. D'accord. Et l'association. Ok. Voilà, donc j'ai fait un microcrédit avec l'ADI
Et bon, en fait, j'ai débuté avec... Ça marche, ça. On peut avoir des crédits, on peut avoir des structures d'accompagnement. Ah oui, bien sûr, voilà. Oui, tout ça, on l'apprend justement en s'inscrivant dans des structures d'accompagnement où ils nous apprennent à comment créer son entreprise, quel statut choisir, comment gérer aussi l'entreprise. Sa trésorerie etc. Et tout ça, oui. Et donc, l'accompagnement justement financier, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Et donc, par exemple, là, l'ADI, c'est une petite agence justement de microcrédit qui aide beaucoup d'entrepreneurs dans la région. Donc, par exemple, si vous débutez dans l'entrepreneuriat, je conseille... C'est un très beau tuyau que vous êtes en train de donner, parce que la semaine dernière, on posait la question à certaines personnes si elles avaient reçu donc, du soutien financier de la part de certaines structures étatiques. Et elles ont dit non, qu'elles n'étaient pas au courant, qu'elles ne savaient pas s'il y avait des aides et tout ça. Mais là, vous nous confirmez bien que des structures telles que l'ADI peuvent véritablement accompagner, financer le début d'activité. Oui, voilà. C'est des microcrédits, donc je pense que c'est un maximum de 10 000 euros, je pense. D'accord, avec un taux d'intérêt très faible. Ouais, le taux d'intérêt, il est intéressant. Ouais, il est intéressant parce que, si vous voulez, par exemple, sur 10 000 euros, il y a 5 000 euros où le taux est à 0. Et les 5 000 restants, c'est un taux, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas depuis si ça a changé ou pas. Mais je pense que moi, à l'époque, c'était 1,7. 1,1, franchement, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. C'est vraiment pour accompagner. Franchement, c'est très bien. Donc, on dit merci en tout cas aux dirigeants de l'ADI qui accompagnent donc les porteurs de projets, notamment ici dans la région des Hauts-de-France. Et donc, vous avez pu bénéficier de ce soutien, d'accompagnement financier également de l'ADI. Est-ce qu'avec les moyens que l'ADI vous a donné pour vous accompagner, automatiquement vous avez pris un local? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Non, je n'ai pas pris un local de suite parce que quand même, on va y aller piano, parce que bon, j'ai commencé seulement avec 3 000 euros, donc c'est pas énorme. Du coup, j'ai travaillé chez moi pour commencer. C'est facile de travailler depuis chez soi? Ouais, moi ça m'a pas posé problème. C'est crédible aux yeux des gens? Oui, c'est crédible. Les gens, de toute façon, voilà, ils voient si les produits qui sont fabriqués sont de bonne qualité et tout ça. Donc, c'est le plus important. Oui, c'est ça qui fait fonctionner la marque ou pas. Mais comme voilà, j'avais pas les moyens de me prendre un local, j'ai commencé comme ça par travailler chez moi, des petits accessoires. Voilà, Quelles sont les premières difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez décidé de vous lancer? C'est fait, c'est acté, vous êtes maintenant dans la pratique du terrain des choses. Qu'est-ce que vous avez pu constater qui n'allait pas au tout début? Qu'est-ce qui vous a gêné? Forcément, au début, on aimerait avoir des clients. C'est ce qui manque. La première chose, la première chose, c'est de se faire connaître. Donc maintenant, on a tout ce qui est réseaux sociaux qui fonctionnent très bien. Quand j'ai commencé, j'avais Facebook, je pense, justement au début. Puis grâce à Facebook, j'ai réussi à avoir un petit réseau. D'accord. Et donc forcément, on crée des liens avec, par exemple, des propriétaires de boutiques. Donc j'ai pu commencer à faire des petites ventes éphémères en par-ci par-là, oui. Voilà, par exemple dans le vieux-lit, etc. Et c'est comme ça qu'on se crée un petit réseau client. Donc, et puis après, de fil en aiguille, ça fonctionne. Donc après, j'ai pu aussi intégrer un collectif d'artistes c'était la Cofabrique, ça s'appelait, c'est à Lille. Donc là, j'ai pu avoir un local. J'étais avec 2 autres stylistes, donc on était 3 à partager un bel espace quand même. Et avec un coût assez moindre. Hein. Ouais, du coup, voilà, l'idée c'est que c'était une association. La Cofabrique, c'est une association. Où voilà, on est, je sais pas, il y a à peu près une vingtaine, entre 15 et 20 créateurs, que ce soit dans différents domaines, il n'y a pas que la mode. Bijouterie. Voilà, il y a vraiment plein de métiers. Et là-bas, j'ai pu échanger aussi, créer un réseau. Le fait d'avoir justement des métiers différents, c'est intéressant aussi parce qu'on peut faire des collaborations. J'ai pu collaborer avec une fille qui fait de la sérigraphie, on a fait une collection capsule ensemble, donc on apprend aussi d'autres métiers et ce genre de choses. Et on peut créer des événements, c'est ça qui était cool, c'est que du coup, il y a une espèce de solidarité et les gens se disent ouais, on va essayer de se faire connaître. On n'est pas enfermé sur soi-même, on est entouré, on n'est pas seul.
pendant les périodes de mou comme ça, on a des personnes pour nous remonter, pour nous encourager et tout ça. C'est très bien au départ. Donc, c'est un conseil aussi que vous pouvez donner à nos auditeurs. Quand on débute, c'est bien de se faire entourer, d'être avec les autres qui partagent peut-être la même passion, les mêmes envies de création et tout ça. Oui, voilà, ouais. C'est vraiment important, franchement. Très important de le faire. Hormis donc ce volet financier qui a été très vite réglé grâce donc à l'ADI, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où vous étiez dans le dur, dans le mou, où vous avez voulu peut-être abandonner, capituler en vous disant c'est trop dur cette histoire d'être chef d'entreprise et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où le découragement a commencé à prendre le pas sur la passion? Oui, bah c'est sûr que il y a eu une période où voilà, je faisais beaucoup de production parce qu'il y avait des produits qui fonctionnaient mieux que d'autres. Donc à ce moment-là, on se dit, bah, comme ça fonctionne, on peut en faire plein, plein, plein. Et là, on s'enferme un peu dans un tunnel où voilà, on fait que, enfin en tout cas, moi, je faisais que de la couture tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voyais plus le bout du tunnel et je commençais un peu à être écœurée carrément de ce que j'étais en train de faire parce que je créais plus, quoi. Je faisais toujours le même produit et je créais plus. Ça se vendait peut-être, mais il n'y avait plus de création. Voilà, il n'y avait plus de création. Et c'est vrai que bah, je me suis dit, mais en fait, je commence à m'éloigner de ce que j'aime vraiment, la création. Et ça a été un moment où je me suis remise en question. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je réponds toujours à ce que veulent mes clients? Mais est-ce que le plus important, c'était pas de gagner de l'argent, de vivre de votre métier? Parce que la création, parfois, ça ne se vend pas assez vite. Hein. Oui, oui. Ben, c'est ça, ben, justement, le truc, c'est ça. C'est que je me disais, il faut absolument que l'argent rentre. Et c'est ça qui met la pression. Et c'est aussi pour ça que qu'on se retrouve un peu avec le serpent qui se mord la queue. Quoi. Exactement. Dans les difficultés, parce que... Ouais. Voilà, ça. Mais en tout cas, pour moi, il ne faut pas que ce soit ça qui prenne le dessus. Il faut aussi pouvoir avancer, chaque chose en son temps. Et voilà, quoi. Certes, l'argent, bah, il vient, il repart, tout ça. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même d'aimer ce qu'on fait. Mais pour moi, j'aime bien créer. Donc voilà, je crée. Et maintenant, j'arrive aussi à un peu tempérer et voilà, trouver un juste milieu entre la création et la production. Que dites-vous à ces personnes qui disent que être chef d'entreprise, c'est certes bien sur le papier, mais dans la réalité des faits, c'est très très difficile au quotidien, que parfois c'est plus facile d'aller dans une administration ou tout simplement prendre un emploi dans le privé ou même dans le public, que d'être chef d'entreprise parce que ça demande trop de responsabilité et ça demande une implication qui n'est pas toujours vraiment présente parce que on a du mal parfois à joindre les deux bouts quand on est chef d'entreprise parce que il faut s'activer pour régler parfois les factures, les charges et parfois on a du mal même à retirer un salaire pour soi-même et certains sont sortis de ce milieu, ont abandonné le fait d'être chef d'entreprise parce qu'ils ont été émoussés, parce qu'ils étaient fatigués de tout le temps courir pour payer les charges et parfois ils n'arrivaient même pas à sortir un billet pour pouvoir eux-mêmes vivre. Ouais, Quel conseil? Bon, moi je pense que d'abord il faut être fort mentalement, quoi, parce qu'on sait que dans tous les cas, quand on devient entrepreneur, il y a forcément des moments où c'est plus compliqué. À ce moment-là, il ne faut pas lâcher. Moi je pense que après chacun voit comme il le sent, mais pour moi il faut se dire que bon, un jour ça paiera, qu'on a une seule vie et qu'il ne faut pas avoir de regrets. Voilà, moi je me dis que voilà, quand je serai plus âgée, je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie, me dire ah bah finalement j'ai pris un métier qui me plaisait moins parce que j'avais trop peur que ça fonctionne pas. Il faut se lancer, quelles que soient ses craintes, il faut foncer parce qu'on n'a qu'une seule vie dans la vie, donc il faut véritablement ne pas avoir de regrets, il faut persévérer dans tout ce qu'on fait. Puis regarder les exemples de personnes pour qui ça a fonctionné. Voilà. Quelles sont les attitudes qu'on devrait avoir si on veut véritablement se lancer dans le monde de la création d'entreprise? Est-ce qu'il y a des attitudes à avoir? Est-ce qu'il y a des codes qu'il faut avoir pour pouvoir durer dans la création d'entreprise? Oui, il faut être polyvalent. Ça, c'est la première chose, c'est la polyvalence, puisque je pense que chaque entrepreneur doit pouvoir gérer par exemple la comptabilité de son entreprise,
Savoir gérer la comptabilité, ensuite. La gestion de l'entreprise, par exemple les contacts, tout ça, les fournisseurs, les acheteurs, gérer son stock, c'est aussi important. Savoir bien gérer forcément le budget, ça fait partie de la trésorerie, mais ça c'est vraiment primordial. Et après, il faut savoir être à l'écoute du client, parce que des fois, il y a des clients qui ne sont pas satisfaits, mais il faut toujours garder le sourire et leur dire qu'il y a toujours une solution et que ça peut fonctionner, quoi. Donc, la polyvalence, pour moi, c'est... La polyvalence, et surtout qu'on sait qu'au départ, comme ça, quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir embaucher des personnes, de prendre des personnes avec lesquelles travailler. Donc, on est amené à faire toutes ces choses soi-même. Et ce n'est pas du tout évident. Mais vous nous dites, il faut être persévérant, il faut être polyvalent et puis croire en son projet. Croire en soi-même, croire en son projet. Aujourd'hui, avec... cette pandémie, la Covid-19 que nous traversons depuis déjà 2 ans, est-ce qu'il y a eu un impact sur vos activités? Oui, forcément. Alors, le Covid, ça a été une période assez compliquée. Comment on gère ces genres de situations? Mais franchement, moi, à la base, j'avais, par exemple, des endroits où je mettais mes créations, des boutiques multimarques, etc. Étant donné que tout a fermé, là... on peut pas, c'est des boutiques où aussi on doit participer un peu financièrement. Donc ce ne pas des sommes énormes, mais quand même. Et au bout de quelques mois, j'ai dû partir puisque j'avais plus du tout d'entrée, quoi. Enfin, on paye, mais forcément, rien ne se passe derrière. Bien sûr, on peut vendre sur Internet. Là, je m'en suis rendu compte que en fait, les gens achetaient beaucoup sur Internet, mais étaient plus attirés par des sites comme Amazon, voilà, des choses qu'on connaît déjà. Voilà. Et ça, c'est vraiment des entreprises en fait qui nous mettent un peu dedans, quoi. C'est des concurrents. Et j'imagine bien. Et donc, du coup, malheureusement, j'ai dû faire une pause. Là, j'ai dû chercher un travail, on va dire, alimentaire pendant cette période. Wow. Donc j'ai travaillé chez Vestiaire Collective, donc ça reste toujours dans la mode. Là c'était le luxe, donc c'était bien, j'ai bien aimé parce que j'ai pu découvrir aussi une autre façon de voir la mode. Donc c'est un peu comme Vinted, en fait c'est des gens qui mettent en ligne le vêtement qui ne portent plus. Ouais. D'accord. Mais c'est que du luxe, donc sac, accessoires de mode, les vêtements. Et du coup, j'ai pu voir des créations incroyables. Qui t'ont inspiré aussi. Ouais, j'imagine. Ouais. Franchement, du coup, je me suis dit, mais en fait, même quand c'est compliqué, mais c'est pas grave. Il y a toujours une solution. Voilà, on peut toujours rebondir. D'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que cette expérience, cette parenthèse, elle est fermée? Vous êtes revenu à vos amours ou vous continuez toujours? Oui, donc j'ai arrêté. Donc chez Vestiaire Collective, là, j'ai continué, enfin petit à petit, quoi. J'ai repris. Voilà, c'est récemment, hein, je reprends petit à petit mes activités. Et c'est à cette période-là aussi où je me suis dit que je voulais vraiment faire plus de la création. Et même sur Instagram, essayer de partager plus des créations, peut-être des pièces uniques, mais des choses qui me représentent vraiment, quoi. Donc ça sera plus difficile, je pense, mais l'idée c'est vraiment aussi de faire connaître à ma communauté des créations qu'ils n'ont encore jamais vues et travailler vraiment des matières plus intéressantes et aller plus loin, en fait, pousser plus loin la création, quoi. Elles sont jeunes, ils veulent, comme vous, se lancer donc, dans le modélisme, le stylisme, mais la crainte s'empare tout de même d'eux. Quel conseil on pourrait leur donner aujourd'hui? Que de toute façon, dans chaque métier, il y a des risques, en fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier. Est-ce qu'il y a un âge pour pouvoir se lancer? Non, il n'y a pas d'âge. Bon, c'est sûr que si on commence jeune, c'est mieux peut-être, puisque quand on est jeune, on a peut-être moins de contraintes familiales, ce genre de trucs. Donc, je pense que c'est vrai que c'est... Mais le problème, c'est quand on est jeune, des fois, on est aussi peut-être moins mature et on a moins de... Pour gérer certaines situations. Voilà, certaines personnes, peut-être, vont se dire, c'est mieux de travailler en entreprise pour voir un peu comment ça se passe, c'est une bonne idée. Après, ceux qui ont un tempérament... on va dire, qui n'ont pas peur, je leur conseille de foncer et de créer directement leur entreprise. Et justement, le fait d'être un peu plus fougueux, quand on est jeune, on a plus de fougue et on n'hésite pas. Tout à fait. Donc, franchement, c'est bon.
Pour revenir à votre métier, est-ce qu'il y a eu des stylistes, des modélistes comme ça qui vous ont donné l'envie, la passion de ce métier, à qui vous voulez ressembler, peut-être des Karl Lagerfeld, je sais pas trop, alors moi, Fati, ouais, alors j'adore la styliste Sarah Diouf, donc c'est une styliste sénégalaise qui a, en gros, elle a créé sa marque qui s'appelle Torogo Studio et elle a carrément pu, elle s'est fait remarquer par exemple par Beyoncé, donc elle lui a envoyé des tenues, par exemple pour la BO là, du Roi Lion, là, elle a carrément fait les créations pour le clip. Et ouais, puis elle, c'est une créatrice qui fait travailler aussi les artisans là-bas, artisans tailleurs, tout ça. Et ça me. C'est vraiment vers ça que je veux tendre, quoi. Travailler plutôt en Afrique. Et créer du Made in Africa, créer de l'emploi là-bas. Voilà, ça, c'est mon rêve, en fait. J'aimerais bien attendre. Vous pensez un jour retourner en terre africaine? Ah ben ouais, là j'en viens. Carrément. Ah oui, j'en viens. J'y suis allée là en octobre. D'accord. Pour travailler sur la collection d'été, justement pour l'été là 2022. Et bon, j'ai pu travailler avec des artisans. Bon, vous installer là-bas carrément? M'installer, peut-être à terme, mais en tout cas pouvoir y aller plus longtemps dans l'année. Là, j'ai mis en place des partenariats avec des artisans, des tailleurs aussi là-bas. Donc j'espère que le projet va aboutir et c'est là, en tout cas, je suis assez contente de bonnes connexions, un bon réseau, donc en terre sénégalaise qui vous permettra de vous imposer dans votre pays d'origine. On le veut pour vous, on vous le souhaite également. Voilà. Donc je rappelle que nous sommes avec Hello Mariam qui a donc créé son entreprise et qui marche très bien. Une jeune femme qui depuis 6 années a sa propre marque dans le domaine du modélisme et du stylisme, qui n'est plus à présenter. Voilà, donc on la connaît au travers de plusieurs expositions ici à Lille, en région parisienne, dans toute la France, et elle s'apprête également à explorer encore plus les pays d'Afrique de par ses belles créations. Alors on parlait tout à l'heure de l'envie de se lancer. Vous avez donné des conseils à tous ceux qui veulent se lancer, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur. Combien de jours dans la semaine, en tant que chef d'entreprise, vous travaillez vos créations? Ça vous prend combien de temps? Mais c'est tout le temps. Ouais. Franchement, la mode, c'est tout le temps, puisque par exemple, les événements, souvent c'est le week-end. Donc par exemple, là dernièrement, j'ai fait quelques salons pour Noël, les salons de créateurs, tout ça. Donc, là, ça prend le samedi, le dimanche. Donc c'est une période où on doit faire pas mal de production, donc on travaille beaucoup plus que ça. On arrive à avoir un temps pour soi? Comment? Est-ce qu'on arrive à avoir un temps pour soi? Aller au cinéma, faire autre chose? Ah non, non, en ce moment, c'est pas possible. C'est pas possible. On est à fond dans le travail en ce moment avec les différentes activités, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, notamment de la fête de Noël. C'est un plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir sur nos antennes et surtout de voir un peu votre parcours, tout ce que vous avez pu traverser. Ça n'a pas été toujours simple parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si vous devez donner encore des conseils aux jeunes qui veulent se lancer, quel autre conseil vous pourriez leur donner? Parce que vous nous avez fait comprendre que la formation est importante. Ouais. Très importante. Se faire aussi accompagner. Ouais. Très important aussi. Et puis surtout ne pas compter ses heures quand on est un chef d'entreprise. Il faut véritablement travailler pratiquement tous les jours pour arriver vraiment au top niveau. Vous aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il vous manque pour atteindre le sommet? Un commercial. Un commercial. Ouais, je pense que moi c'est un peu mon, on va dire l'élément faible de votre organisation. C'est ça, c'est même la communication. La communication ça a l'air simple mais ça ne l'est pas parce que maintenant tout le monde est sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il vous faut au moins, au minimum, un community manager qui puisse véritablement s'occuper de vos réseaux sociaux, de votre communication et tout ça. Ça prend énormément de temps, donc c'est ça, les 7 heures par jour. Si c'est que de la créa à 7 heures, ça va, mais après, il faut rajouter tout le reste à côté, et du coup, forcément, ça fait. Aujourd'hui, qui gère vos réseaux? C'est moi. C'est moi qui gère tout, je gère les réseaux.
enfin, quand je dois aller vendre, ou par exemple aller voir des boutiques, je fais moi-même mes catalogues, enfin, je fais tout seul. Donc voilà, des fois par exemple pour la production, j'ai déjà travaillé avec des couturières indépendantes, justement dans des périodes comme celle-ci où on a beaucoup de stock à faire. Mais après, tout ce qui est communication, commercialisation, je vais me débrouiller seule. Bon, j'ai des conseils hein, d'amis qui sont dans ces métiers-là, mais c'est pour ça que quand je disais qu'il faut être polyvalent, c'est pour ce genre de truc, quoi. Et puis, je pense que aussi, quand on va dans une boutique pour présenter sa collection, le gérant de la boutique aime bien voir la personne qui a créé. Et puis, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout à fait, tout à fait. Voilà, pour présenter sa marque. Je pense qu'on est les seuls qui puissent bien la présenter et expliquer pourquoi on fait ça, etc. D'accord. Alors, dites-nous, comment ça se passe avec vos créations lorsque vous partez voir une boutique? C'est quoi la relation qui vous lie? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez que vous participez aussi à la location de certains magasins où vous déposez vos articles, ou simplement, ils ont un pourcentage sur la vente de vos produits. Ça se passe comment généralement? Alors, ça dépend des boutiques. Hein. Il y a des boutiques où on doit payer un emplacement. D'accord. Voilà. Des fois, on doit... Bon, souvent, il y a l'étalage qui est déjà là. Des fois, on doit ramener aussi important, ou quand ça, c'est des trucs éphémères, juste pour le week-end, par exemple. Des fois, on paye voilà, l'emplacement plus une petite commission. Des fois, c'est seulement la commission. Après, moi, là, je me suis dit, pour la prochaine collection, j'aimerais trouver des boutiques qui achètent en gros. Ça, j'en ai déjà eu aussi, par exemple. Ça arrive aussi, qu'il y ait des boutiques qui achètent carrément vos... Ouais. D'accord, ok. Par exemple, en Martinique, j'ai une boutique comme ça qui m'a contacté sur les réseaux sociaux et pour qui j'ai vendu une paire de shorts en wax. Et tout ça, c'était que du gros, quoi. Et ça, c'est plus intéressant. En fait, et c'est combien de pièces, généralement, comme ça? Ça dépend, ça dépend. Là, il y avait une bonne centaine de shorts quand même, donc avec plusieurs tailles, quoi, du XS au XXL. Après, quand c'est du dépôt-vente, c'est là qu'il faut... Enfin, en général, là, on est libre de mettre ce qu'on veut. Et à ce moment-là, c'est du stock qui dort. Donc, il faut vraiment bien penser à quel est le produit qui fonctionne vraiment bien. Le plus, ouais. Voilà. À quel prix aussi. Quel prix je les vends. Quels sont les autres prix de la boutique. Parce qu'il y a forcément d'autres créateurs dans la boutique. Et voilà. Donc, pas avoir une mauvaise concurrence non plus. Et aussi, combien ça va me coûter l'emplacement, plus le pourcentage que la boutique demande, quoi. Donc, c'est plein de choses à prendre en compte. Et choisir du coup les produits en fonction de tout ça. Est-ce qu'on pourra retrouver, par exemple, dans la région des Hauts-de-France à Lille, une boutique, un magasin du nom de votre marque? Là, en ce moment, non. Alors à la base, j'étais au Grand Bassin à Roubaix. Donc, je suis partie pendant la période du Covid. Et là, en fait, je vais déménager. Je pars vivre à Marseille et du coup, je cherche plutôt... D'accord, donc la marque va aller du côté de Marseille, des Bouches-du-Rhône. Voilà, exactement. Mais par contre, j'ai le site internet, Outfit by Lo. Ce site internet, il sera toujours en ligne et je mettrai du coup les créations sur le site. D'ailleurs, en ce moment, il y a quelques créations sur ce site que vous pouvez retrouver. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous contactent en privé pour des confessions particulières? Oui, aussi. Ouais, j'ai fait pas mal de confection pour par exemple j'ai fait des robes de mariée. Waouh. J'ai fait de tout. Il y a aussi des... Et les robes de mariée avec d'autres tissus, du satin, de la dantelle aussi. Les robes de mariée c'était de la dentelle, des matières un peu plus nobles, de la soie, tout ça pour les mariages, voilà, on va dire classiques. Quel est le truc le plus fou, fantaisiste qu'on ait pu vous commander? Moi, alors ce que j'aime, c'est créer pour des artistes de scène, quoi, des chanteurs, des rappeurs. Et en général, mine de rien, les hommes me commandent des choses et me laissent, j'ai un client comme ça qui me laisse libre dans la création. Et ça, j'aime beaucoup parce que justement, à ce moment-là, je peux vraiment faire ce que je veux. Et comme il me fait complètement confiance, ça rend des choses plus faciles et plus incroyables. Ouais. Et après, quand les gens voient ça, ils reviennent vers vous. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci d'être passé sur notre radio, sur la radio de la coopération Europe-Afrique. En tout cas, on en apprend beaucoup avec vous. C'est très intéressant de s'entretenir avec vous au travers donc, de votre expérience, de votre parcours. Dites-nous, au-delà de ce programme des plus chargés, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, vos hobbies?
Voilà, de temps en temps pour vous relaxer, qu'est-ce que vous faites? Bon, pour me relaxer, moi j'aime bien du coup aller visiter des trucs. Enfin, en fait, mine de rien, dans ce métier, il faut toujours être aux aguets. Donc du coup, s'il y a des événements de mode, bah, je vais aller voir des défilés. J'aime bien aller à Paris pour aller visiter des musées. Par exemple, à Calais, il y a le musée de la dentelle qui est intéressant. Un genre de choses. Ouais, après, j'aime bien boire des coups avec des amis. Enfin, voilà. Ça change tout le monde. Il y a le ouais, il y a au cinéma. Après, il y a Netflix. Hein, donc. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a de quoi pour se détendre. Aussi de rencontrer un peu le milieu artistique et créatif là-bas. Les projets à court ou moyen terme? Mais du coup, c'est cette collection d'été là pour 2022. Là, j'ai déjà créé quelques prototypes. Va falloir que je fasse le shooting photo du coup quand je serai à Marseille, donc à partir de mars, pour que ce soit pour que je puisse aller voir les boutiques là comme je vous expliquais et pouvoir la lancer en mai, avril-mai, qu'elle soit lancée sur le site, etc. On vous donne l'occasion de lancer un appel à tous les férus de vos créations. Quel message vous pouvez leur donner? Écoutez, je suis là encore jusqu'au mois de mars, en tout cas pour ceux qui habitent dans le Nord. Vous pouvez donc me retrouver sur Instagram, donc c'est Outfit Bailo. Voilà. Outfit Bailo. Avec le tiré du 8 entre outfit, enfin entre chaque mot quoi. Voilà, et sur le site aussi, le site internet outfitbailo.com. Et alors n'hésitez pas, donc je fais du sur-mesure. Et après il y a aussi la collection qui est là pour un défilé prévu bientôt? Là, non. En ce moment, il n'y a pas de défilé de prévu. J'espère qu'à Marseille, j'aurai l'occasion de faire des événements, etc. Mais bon, en tout cas, je suis toujours présente sur les réseaux et voilà quoi. Pour Noël, aussi, je fais aussi un peu de bijoux, accessoires de mode. Donc, pour des petits cadeaux pour Noël, si vous êtes à court d'idées. N'hésitez pas à me faire signe. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. En tout cas, on vous les souhaite. En tout cas, bon vent à vous, bonne suite, on vous suivra. Ce fut un plaisir en tout cas de vous accueillir, de vous recevoir. Et on a parlé de beaucoup de choses, de votre passion, de votre métier, de vos activités et surtout aussi de vos projets. On a appris surtout à vous connaître. On vous connaissait au travers donc, de vos créations, des différentes cérémonies auxquelles vous avez participé, mais on a pu échanger directement avec vous et en apprendre davantage. Est-ce qu'il y a un contact où on peut vous joindre? Alors, oui, alors l'adresse mail c'est contact@outfitbailo.com. Et puis après, bien sûr, sur les réseaux. Les réseaux, Instagram notamment, Facebook. Et tout cela. Merci en tout cas à vous d'être passé dans nos murs. Ce fut un plaisir, comme je le disais tantôt. À la réalisation de cette émission se trouvait Nassim. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices de Europe Afrique Radio. Prochain rendez-vous de l'émission Entrepreneur de la semaine, ce sera mercredi prochain à partir de 17h. Émission à retrouver sur notre site internet www.europeafriqueradio.com, également en podcast. Et puis n'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous retrouver également sur Facebook, sur Instagram. Bonne suite des programmes sur la radio de la coopération et à très bientôt.